Bonjour à tous, petit vlog improvisé en fait, on vient de sortir de City Hunter, Nicky Larson en fait. Nicky Larson c'est le nom français, et on est overwhelmed with feels, on déborde de sentiments contradictoires et on avait besoin d'en parler, n'est-ce pas? Tout à fait. Et bien du coup nous allons en parler. Alors je suis avec Di, C'est moi. Fesse de brioche sur Twitter, partenaire de crime sur Soldomi il y a quelques temps, mais on a toujours un épisode en cours de montage, et on n'a plus le temps. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de notre réaction à Nicky Larson, donc film de Philippe Lachaud, qui avait commis l'exécrable Babysitting 2, le seul film de sa filmographie que j'ai vu. J'ai pas vu, tant mieux, peut-être. Ouais, non, D'après ce que tu m'as dit. J'avais aussi vu, mais genre, des gens regarder ce film, donc sans le son, où ils jouaient dedans, genre « Épouse-moi mon pote » dans l'avion. Je sais pas pourquoi tout le monde... C'était un vol avec beaucoup de Français, tous les Français s'étaient mis à regarder « Épouse-moi mon pote », et du coup je le voyais à chaque fois que j'allais aux toilettes sur leur siège, des extraits d'Épouse-moi mon pote, et ça avait l'air... d'un film français, dans tout ce qu'il y a de plus horrible. L'humour était problématique. Mais on va parler de ça, parce que l'humour est problématique dans Nicky Larson, mais il y a plein d'aspects qui nous ont fait kiffer. C'est ça. C'est dur à admettre, mais j'étais partie sans a priori, en me disant bon, bah ça va être ça, et puis au final j'ai fait... Il y avait quand même des trucs en fait, c'était surprenant. Il y avait pas seulement des trucs, il y avait genre plein de trucs. Plein. Déjà, quelle est ta relation à Nicky Larson? Comment t'as découvert comme ça? Parce qu'on n'est pas vraiment la génération Nicky Larson, nous, ni Club Dorothée, on est la Minicums génération plutôt. C'est ça, tout à fait. Bah, on est arrivé en retard, ouais, vas-y. Un petit peu. Mais en fait, il me semble qu'il y avait des rediffusions déjà à la base d'AB Productions à la télévision. Du coup, j'ai pu voir certains Club Dorothée, mais j'étais vraiment toute petite. T'avais grand frère et grande sœur aussi qui ont eux été marqués par ça aussi. Exactement, ouais. Mais il me semble qu'il y avait eu aussi des rediffusions sur la 5, déjà de base. Déjà, il y a eu des rediffusions de Cat Size. Ah bon, d'accord. Et des animés, tu veux dire, pas du Club Do. Non, des animés, ouais, oui, des animés. Et du coup, il y avait Cat Size, mais je suis plus sûre s'il y avait Nicky Larson, mais enfin, il y a bien un moment où j'ai dû le voir. J'avais une cassette en tout cas. J'avais une cassette OAV et je trouvais Nicky très beau et très con aussi. Ouais, non, c'était quand t'étais petite. Pas trop petite non plus, mais je devais avoir 13 ans à peu près. Ouais. Bah, moi, pour le coup, je pense que c'est le fait que je me sois intéressée au manga vers le collège. Quand t'arrivais sur internet et que tu faisais des recherches là-dessus, il y avait plein de gens qui avaient été marqués, qui avaient découvert le manga avec le Club Do, et du coup, bah, tu te renseignais là-dessus. J'avais pas accès aux vidéos en soi, j'avais pas accès à ces mangas-là à l'époque, mais je regardais sur internet, il y avait Coucou Circus, je connaissais le générique, je le trouvais super catchy, je connaissais aussi celui de Cat Size, et puis après il y a eu des rediffs sur la TNT, sur TMC, on n'avait pas le câble, moi j'avais la TNT du coup, et je suis mais vraiment tombée amoureux, j'avais pas des mangas, moi j'avais la TMC, j'avais pas non plus, mais et vraiment, à l'époque j'étais tombée amoureux de Nicky Larson, j'étais comme, mais... Je regardais toujours en faisant autre chose. C'est comme tous les animés des années 80 que je découvre après coup, parce que vraiment ça a pas marqué mon enfance. Je regarde en faisant autre chose parce que, pour le coup, la vidéo de CDAL, ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, le résume très bien. Les animés des années 80, les dessins animés des années 80 ont des intrigues beaucoup plus simplistes, beaucoup plus problématiques aussi et beaucoup plus bébêtes que ce qu'on trouve maintenant. Mais la mise en scène, la qualité de l'animation, c'était... Il y a vraiment quelque chose. Et il y a quelque chose qui me touche encore. Bah, par exemple, récemment, on s'est tapé tout Juliette Jones. Du coup, on était quand même venu vers Nicky Larson avec cette connaissance-là du manga. Comme moi, je connaissais un petit peu le travail de Monsieur Lachaud. Je m'attendais pas à grand chose, mais en même temps, j'ai vu une review pour le coup juste avant d'aller voir le film, c'est celle du JDG. Et ce qu'il a dit sur le fait que pour ceux qui connaissent et aiment Nicky Larson, ça allait leur faire un espèce de plaisir viscéral, on l'a ressenti. Oui. C'était assez jouissif à des moments. Parce qu'en fait, effectivement, je trouve le joueur du grenier l'a bien dit, ils ont capté ce qui est séduisant, je trouve, dans l'animé, c'est-à-dire la caractérisation des deux personnages principaux est bien, les visuels sont bons.
Il y a Les scènes d'action sont plutôt sympas aussi. Ouais, je suis pas du tout expert en scène d'action quoi, mais franchement elles sont assez bien construites, même les gags sont bien construits. Ça je pense c'est plutôt leur qualité à eux et je trouve même ça... Ça vient d'eux À mon avis, ouais, la construction des gags en plusieurs temps et tout ça, je trouve que ça fait plus cinéma français que animé japonais pour le coup. Même si on part sur des gags physiques, ils le font, disons, façon live action, donc c'est pas du tout en référence à l'animé et tout ça. Et ça, pour le coup, c'était, il y avait des très très bons gags en plusieurs temps, avec un build-up, un payoff, tout ça, c'était bien écrit quoi. Je m'attendais pas à rire honnêtement. Je m'attendais pas à rire. Mais oui, c'est terrible parce que on va développer sur les aspects problématiques, mais on a énormément ri quand même. Ouais. Mais il faut passer outre en fait, parce que franchement, on était tout le temps, enfin moi perso c'était tout le temps entre le plaisir, mais viscéral, le rire franc, et puis le cringe. Le cringe qui te tétanise sur ton siège, J'étais comme ça. Il y a des moments, en fait, j'étais bien installée dans mon fauteuil, et des moments, j'étais... Boy. C'est la pose de Sasuke. Ah, d'accord. La pose du... Je te juge. C'est un peu je retiens mon caca aussi. Ok. Pardon. C'était peut-être ça, hein. Ouais, non, sur le setup payoff, il y avait notamment le gag du chien que j'avais trouvé très bon, qui est une caractérisation en fait d'un des méchants qui est caractérisé avec le fait qu'il envoie une balle à un chien, et on spoil pas tout de suite, je ferai une annonce quand on spoil, mais il y a un payoff qui a vraiment bien marché pour moi, je m'y attendais plus et j'étais comme Di l'a vu venir. Je l'ai vu à peu près venir, mais c'est resté dans un coin de la tête parce que en fait d'habitude ce genre de truc t'es oh mais c'était couru d'avance, mais c'était tellement bien mis en scène, c'est ça, c'était bien mis en scène, du coup ça m'a pas embêté en fait. Ouais, donc là c'est pour le plaisir lié à ce film. On va parler du déplaisir maintenant. Je voulais parler je regarde ma feuille de notes, ça va faire rire mes amis, j'ai une feuille de notes évidemment. Toujours venir préparer. Pour les trucs moins bons, qui pour le coup étaient pas problématiques, moi j'ai trouvé que quelquefois le film donnait l'impression d'être une succession de sketchs, même s'il y a une intrigue qui lie tout ça, quelquefois c'est un peu construit comme tac gag, tac, petit moment d'émotion qui dure pas, tac gag, tac, petit moment d'émotion qui... à peu près, ouais, c'était mais en même temps, ressenti aussi. L'animé est un peu comme ça, donc... L'animé, il y a vraiment aussi des ruptures de ton très dissonantes, des moments d'un seul coup, il y a une blague potache et puis là, à l'instant d'après ça va être « et mon frère est mort ». C'est ça. Oh purée, oui, c'est vrai cette histoire. C'était exactement comme ça dans le film, donc bon. Il y a un côté très français où c'est genre « oh là là, on a dit un gros mot, c'est drôle ». Ah oui, ça va pas dans les spoilers ça, non. Bon, c'était à un moment, il y a un personnage qui dit... Avec des petites couettes qui a l'air toute sage, toute proprette sur elle, et tout à coup, gros mot est en mode... Waouh, c'est ça la blague. Est-ce que c'est une blague? On est dans la scène d'action? Est-ce que c'est censé être en mode « ah, je suis trop à fond dedans. Ah, là, je suis à fond dedans ». Enfin, je sais pas. Il y a des trucs... Il y a plein de trucs qui mènent pas à grand-chose. Le coup de la... Il y a un personnage de conductrice de taxi qui fait un espèce de reveal en arrachant sa perruque et tu te dis est-ce qu'ils la connaissent ou pas, est-ce que ça c'est censé t'évoquer un truc, est-ce qu'on va avoir un flashback idiot? Non, en fait c'est juste là, t'es comme... J'ai pas compris non plus. Je sais pas si c'était un personnage récurrent dans l'animé ou si... Non, enfin franchement... en plus déjà sa tête, l'actrice me disait quelque chose, je sais pas qui c'est mais... Ouais non, elle avait un design quoi, elle a un look assez iconique, elle était comme... Ah, avec ses tatouages... C'est censé me dire quelque chose... Ouais, bon... C'est Nicky Larson, de toute façon, dans le manga de Tsukasa Ojo, t'as plein de belles femmes et de beaux hommes, et dans ce film c'est la même chose. Des physiques extrêmement normées, sauf pour les hommes qui ont le droit d'être un petit peu plus, un petit peu moins normés, mais voilà. Non mais c'était genre la foire, ils ont fait un casting, enfin je sais pas s'il y en avait partout en fait, c'est ça popait un peu partout. Ouais, des mannequins partout. Voilà, ça popait en fait, et autant j'ai pas, enfin après c'est peut-être dans le truc de la show, mais j'avais pas souvenir
que dans le manga, il y en avait autant qui Ah si, faut que tu relises. Non mais si. Je sais qu'on voyait des jambes, mais après qu'on voyait des personnes en lingerie tout le temps. Bon, après les lingeries, oui, ça volait. Ça, si, non mais attends, il prend rendez-vous avec ses clients dans des clubs avec des bunny girls, quoi. Enfin, c'est la même chose, quoi. Le jeu des acteurs est très inégal. Autant l'actrice qui fait Laura, je l'ai trouvée excellente de bout en bout, même sur les passages d'émotion, elle était à fond dedans et tout ça. C'est vrai. Philippe Lachaud, pour le coup, je trouvais qu'il y avait un jeu un peu cartoon, c'est-à-dire qu'ils avaient une très bonne diction tout du long, c'était pas du tout naturel, et en même temps, avec des dialogues comme ça, tu peux pas être naturel. C'est genre, on a une nouvelle mission, machin, tu prends tout de suite ta voix de doublage, tu sais, Nikki, on a une nouvelle mission. Tu vois, enfin, ce genre de truc. Et Lachaud, pour le coup, il y avait des moments où sa diction suivait pas, il y avait des fins de phrases où il disait comme ça devenait marmonnant, c'était peut-être trop, limite trop naturel, je sais pas. Il y a l'actrice d'Hélène aussi que je trouvais, les répliques, c'était souvent, je vais dire, ça, c'est un peu un jeu de porno. Elle joue un peu comme dans un porno. Après, c'est aussi un jeu, mais c'est juste que ça rompait avec le reste. C'était très fade. Je trouve qu'il n'y a pas de... ça va être... Il n'y a pas de mauvais ou de bon jeu, tu vois. C'est juste qu'il faut que ce soit cohérent avec l'ensemble du film. Pour le coup, le jeu un peu cartoon, un peu très bonne diction, tout très propre, ça marche à fond parce que c'est Nicky Larson. Autant si t'es naturel ou si tu joues comme dans un porno, t'es comme... Ouais, bon. Oui, le passage qui m'a... Enfin, en plus, là, pour le coup, c'était au ralenti, mais c'était bien. C'était le passage où Laura... moment d'émotion avec un gros plan sur le visage de Laura qui pleure, qui est triste et déchirée. Et justement, voilà, qui est déchirée. Et ça, on le voit vraiment bien. Littéralement, il y a un gros focus sur son visage et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment joué super bien ce passage. Vraiment la déformation du visage dans ton horreur, Ouais, mais ça marchait à chaque fois, les passages d'émotion marchaient avec elle, puis il y avait beaucoup de sincérité. Je trouve. Voilà, ouais. C'est ça, elle était super sincère. Alors que sur Lachaud, peut-être se regarder un peu plus faire, il était comme je joue les héros. C'est ça, on avait l'impression qu'il disait est-ce que je suis bien là Ça, c'était sur les aspects moins bons, pas problématiques, et maintenant on va lister l'humour problématique de ce film, parce que bon, on a quand même balle cringé. C'est pas comme si on était surpris, hein. Mais bon, en même temps, voilà. Alors, pour faire la liste juste, et ensuite on va passer au spoiler, je vous mettrai un petit timecode, machin, comme ça vous pourrez le zapper. La liste des trucs problématiques, il y a évidemment de la misogynie de partout, de l'aphrodisme, c'est-à-dire qu'il y a des gags qui reposent sur le fait qu'un personnage est censé être perçu comme laid parce qu'il n'est pas normé, c'est-à-dire qu'il rentre pas dans les canons de beauté habituels. Il y a de l'homophobie, des cartons d'homophobie. Et puis des gags qui se basent sur les abus sur les enfants et sur les animaux. On est dans un cartoon, et l'humour... Enfin, dans un cartoon, un petit canard qui se fait aspirer dans un fusil et qui est ensuite projeté comme une arme sur quelqu'un d'autre, ça lui fait pas mal, mais ça reste quand même du domaine du spécisme, parce que du coup, littéralement, on utilise un être vivant, sentient comme un objet, quoi. Et c'était horrible, parce qu'à la fois, j'étais en mode « Non, le petit canard !» Et de l'autre côté, j'ai fait... T'as rigolé, oui. Oui, j'en pouvais plus. Ils ont fait... Pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont utilisé de la CGI au moment où le canard se faisait projeter. Bon, évidemment, ils n'auraient pas pu faire cet effet-là sur un vrai canard, mais moi, les gens qui disent que c'est pas bien de faire des animaux en CGI parce que tu vois que c'est fake, je suis comme non, mais en vrai, je préfère ça à l'exploitation des animaux. Voilà, c'était mon moment Brigitte Bardot. Mais... Du coup, c'était pour la liste. Maintenant, on a déjà entamé un peu. Bon, c'est un gag sur des canards, mais spoiler. Petit timecode. Ah, spoiler. Alors, le signe K-pop. Plein d'aspects problématiques qui ne viennent pas forcément, je dirais, du manga d'origine. Je pense qu'ils ont été beaucoup plus loin que dans le manga d'origine sur l'homophobie. Il y avait de l'homophobie dans Nicky Larson, dans City Hunter, ne nous le cachons pas. Enfin, c'est implicite, c'est basé sur une complaisance, disons une complicité avec le public, comme toi. C'est affreux d'être gay, donc forcément, si tu mets Nicky dans une situation où il peut être suspecté d'être homosexuel, c'est genre ah là là, c'est horrible. Donc c'est basé sur ce genre de dynamique. Dans le film, ils vont beaucoup plus loin. Après, comment dire, c'est aussi une des caractéristiques du cinéma de Philippe Lachaud pour ce que j'en ai vu, l'homophobie. Donc ça vient pas uniquement de là, c'est vraiment un truc qui leur tient à cœur manifestement, c'est non, on n'est pas homo, voilà. Le plot du film, c'est que Didier Bourdon
engage Nikki pour retrouver le parfum de Cupidon qui, quand on l'asperge sur quelqu'un, fait que cette personne est rendue amoureuse. Et il n'y a que Laura pour dire non mais c'est problématique de forcer quelqu'un à être amoureux de toi parce que c'est un petit peu comme une manipulation, une drogue, un abus, enfin bref. Mais c'est l'intrigue, c'est comme ça, et à la fin le parfum est détruit sauf qu'il est utilisé d'une façon évidemment homophobe, puisque pour se venger du méchant, on va lui propulser le parfum dessus alors qu'il est en prison, donc lol, d'autres hommes vont tomber amoureux de lui, oh lol, eh bien il va lui arriver des bricoles. On adore. Tu as tué mon frère, maintenant tu vas te faire violer en prison. Oui, bah déjà je pense que la prison en général ça va bien lui faire du mal, donc puis même, Non mais... Et puis tout du long, il y avait un gag sur le fait que du coup Nicky Larson est tombé amoureux d'un homme, du coup est tombé amoureux de Didier Bourdon, et... Après tu disais sur le jeu de Philippe Lachaud quand il est amoureux de Didier Bourdon, je l'ai trouvé assez convaincant, il s'est vraiment mis dans la tête, je suis amoureux de ce personnage et c'est vraiment une tragédie qu'il ne me renvoie pas cet amour, il y avait vraiment... Bon, après il y avait les musiques un petit peu qui étaient vraiment parties en cacahuète, genre le passage où il y a « Je t'aime !» J'étais là, je fais... Ah, mais toujours le montage en fait, ça l'a vraiment fait ce passage-là. Ouais, c'est gros, mais ça marchait bien. T'es limite touché en fait avec ce jeu de oh, il ne m'aime pas. Mais comment dire, c'est toujours des négociations. C'est-à-dire que quand tu consommes ce genre de truc alors que t'es quelqu'un qui fait partie des minorités ou même que t'essaies un peu de te renseigner avec l'humour problématique, bah ça te pose problème, hein, il y a un moment où c'est plus possible, quoi. Tu vas toujours négocier, et donc tu vas lire des passages qui sont dans une complicité avec le public, comme quoi « LOL, c'est rigolo, ils sont gays !» Tu vas lire comme « Oh, c'est touchant, il est attiré par un homme. » Et vraiment, il y a des passages où ils sont tous les deux, on était comme « Oh, mais c'est de la négociation, c'est pas le message que renvoie le film, c'est nous qui allons le lire d'une autre façon. » Ouais, c'est ça, je suppose que l'humour vient du fait qu'ils prennent ça très très au sérieux et que du coup ça fait rire les gens, genre en mode lol. Je sais pas. Non, mais c'est ça, le seul gag c'est lol, ils sont gays, et du coup à un moment t'es comme qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Mais ouais, non, il y a un gag qui nous a fait énormément rire. Pour le coup, c'était basé sur lol, ils sont gays. Nous on l'a vu, on était comme lol, c'est la tête de Didier Bourdon sur la lune. Qui fait un petit clin d'œil parce que c'est tellement absurde. Ah mais ça c'était vraiment drôle pour le coup, juste out of context, Didier Bourdon sa tronche dans la lune, c'était magique. Ouais. Au bout de ma vie. Sur l'homophobie, voilà, vous êtes prévenus, plein de trucs comme ça. La réification des femmes, c'est dans le manga. Elles sont tout le temps à poil, elles sont tout le temps... fétichisé, objectifié, il y en a plein qui passent dans l'écran, c'est juste des corps sans tête, vraiment du male gaze partout. Le male gaze, c'est-à-dire la vision d'un homme hétérosexuel, la vision supposée du spectateur lambda, qui va définir la façon dont on va cadrer les scènes en fait. Et vraiment c'est ça, tout le temps, c'est épuisant. Mais c'est comme ça dans le manga. C'est ça. C'est comme ça, mais c'est vrai que ça pop de partout. Ça pop de partout. Genre à des moments, je fais ah mais oui, ok. Attends, il y a un truc intéressant qui se passe. Enfin, je sais pas. Et ouais, on va dire, Madame, vous êtes vous cachez. Madame, vous êtes très belle, mais ne détournez pas mon attention. S'il vous plaît. Mais et puis. Sur la misogynie, il n'y a pas que le fait que les femmes soient réifiées, pour finir sur ce point-là, il y a le fait que la relation Laura-Nikki est extrêmement problématique dans le manga, de base. C'est-à-dire que ça va être c'est dans plein d'histoires de ce type, en fait. Leur dynamique, c'est je t'aime moi non plus, mais c'est-à-dire que Nikki va tout le temps la rabaisser, lui dire « Oh là là, t'es moche, oh là là », et elle le rabaisse pas, en fait. Elle lui dit tout le temps « Bah dis donc, t'es un obsédé sexuel. C'est ça, s'il y a une... je sais pas si c'était comme ça, c'était vraiment comme ça dans le manga. Ça, dans le manga. Je me souvenais pas qu'il l'a rabaissé, je me souvenais qu'il l'a négligé, mais pas qu'il l'a rabaissé. Genre là, limite, c'est un peu agressif, quoi, parce que genre en mode non, mais elle est habituée, c'est comme si leur dynamique, non, mais c'est bon, elle est habituée depuis longtemps que je lui parle comme ça. Mais même au final, ils sont partenaires, son frère, c'était son meilleur ami, ils vivent ensemble, ça fait mal, quoi. J'étais triste, moi, pour des moments pour Laura. Et le problème, c'est que
le moment où Laura en a marre et se casse, ça va lui retomber dessus parce qu'évidemment elle va être remise en situation de demoiselle en détresse. Oh là là, elle est punie. Ouais, elle est punie et après, eh bien, Nikki est pardonné parce qu'il va se sacrifier héroïquement, de façon super masculine, sans jamais avoir à se remettre en Avec le question regard comme ça. sur son comportement de tous les jours avec elle. En gros, c'est si tu fais un gros sacrifice et que tu meurs, ce qui est pas forcément quelque chose de bien, voilà, on va tout te pardonner. Spoiler, il ne meurt pas, évidemment. Nicky Larson ne craint personne. N'est-ce pas Donc ça... Ensuite, je voulais parler de l'aphrodisme, parce que vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui touche tout le monde, pour le coup, et qui, dans le film, mais... c'est sale, quoi, c'est vraiment... Il y a la place que pour une seule beauté, celle hyper normée des mannequins, quoi, et pour les mecs, il y a un petit peu plus de mou, quoi, tu peux être beau comme Nicky Larson et tu peux être beau comme Mammouth, quoi. On en parle des fabuleuses fesses de Mammouth. On fait de la contre-réification, il y a plein de femmes réifiées, du coup voilà. On était comme... À chaque apparition de Mammouth, on était là, il a quand même de très très belles fesses. Mais le film c'était genre oh Mammouth, oh Pamela Anderson, oh genre de... Mais ouais, du coup il y a qu'un seul type de beauté, il y a plein de gags qui reposent sur oh là là, c'est drôle parce qu'il est moche, ou c'est drôle parce qu'elle est moche, donc il y a sur Chantal là-dessous, c'est drôle parce qu'elle est pas attirante. Ouais, c'était ça que tu voulais dire. Bah, je crois que j'aurais jamais cru voir un jour les seins de Chantal là-dessous. Ouais. Je sais pas si c'est ses vrais seins, mais je suis en mode... Oh. Mais en plus, quand j'ai réalisé que c'était Chantal là-dessous, mais à la voix en fait, faut dire que la voix de Chantal là-dessous, j'ai fait... Oh, mais c'était trop bien. Ouais. Et ouais, là-dessus... Oui, et j'étais très contente de voir aussi Pamela Anderson qui était vraiment très mignonne. Elle était vraiment chou, avec son petit français assez mignon, assez ouais, passé. C'est sûr. Bah sur ça, franchement, la review du JDG, du coup, la seule que j'ai vue, voilà, j'en ai regardé une parce que ça s'affichait sur mes suggestions YouTube, c'était celle-là, et qui disait que c'était triste le caméo de Pamela Anderson. J'étais comme, déjà c'est pas un caméo, elle a un rôle. Bon, peut-être elle a été engagée parce qu'elle est liée à toute cette symbolique des années 80-90, mais franchement, elle a un rôle, et elle est super chou, c'est quoi le problème? Elle est trop belle. Elle est plus âgée que la plupart des autres mannequins, mais elle est trop belle, c'était ouf, j'étais trop contente de la voir. Ouais, non, elle a un rôle plutôt sympathique, bon après elle se fait knocked out parce que bon, disposable woman, voilà, c'est... Ah ouais, alors le coup de... C'est quoi, c'était un homard dans la tronche? Ouais, elle se prend un homard dans la tête. Et c'est d'autres femmes qui lui lancent parce qu'évidemment, compétition pour un homme qui s'est mis du parfum de Cupidon et donc attire toutes les femmes et qui pour le coup lui a pas du tout un physique normé. Et c'est ça qui est drôle, c'est que oh là là, c'est un mec moche et du coup il attire des femmes super belles, normées belles, tu vois. C'est ça la situation. Cet aphrodisme qui te met dans une espèce de complicité, se disant lol regarde, c'est rigolo parce que c'est des femmes belles attirées par un homme moche. Lol regarde, c'est rigolo parce qu'il est moche. Regarde, il y a un moment un personnage enlève son chapeau et il est chauve et oh lol la calvitie. Et t'es censé être en mode un homme chauve. Vous savez qu'il y a des vrais hommes chauves dans la vie de tous les jours. Mais du coup, pour revenir sur ce gars qui se... Je sais même plus son nom. Gilbert, je sais plus, c'est triste à dire, mais je trouvais que c'était un personnage comme chou quand même. Il avait des belles valeurs, belles valeurs, non, que dalle, il était horrible, mais je dirais qu'il y avait une caractérisation efficace sur le fait qu'il avait son vieux français, ça marchait bien, c'était très écrit, ça c'était pas du manga, mais c'était un gars qui marchait bien, ces phrases... Tu me cours sur le haricot. Je peux comprendre qu'à partir d'un moment où tu as ce parfum, tu peux être tenté, tu dis oh je vais essayer, je vais faire ça, mais en fait c'est pas une excuse non plus, mais il réalise à un moment que non en fait c'est pas terrible, et en plus il veut aider dans une situation où ce gars c'est un mec totalement lambda avec sa moustache et tout, et il va dans un endroit où il risque de se faire fusiller parce qu'il s'est rendu compte que c'était plus gros que lui et je sais pas, après... Je sais que c'est qu'une histoire, mais après 3/4 d'heure de film où il a exploité des femmes. Parce qu'en plus, il va jamais utiliser le parfum qui fonctionne sur des hommes pour manipuler des hommes. Il va manipuler que des mannequins. C'est vrai qu'il manipule que des femmes. Et Dorothée. Dorothée. Caméo très mignon d'ailleurs, pour le coup. J'étais très, très émue.
Alors, il y a eu un bug de caméra, donc probablement le cadrage a fait un petit... mais nous revenons pour conclure. Sur l'humour, je me pose aussi la question, il y a énormément de gags qui sont vraiment physiques, qui sont cartoon, et est-ce que banaliser la violence comme ça c'est mal? Parce qu'à partir du moment où tu commences à questionner un truc, l'humour oppressif, l'humour sexiste, l'humour tout ça, tu commences à questionner même l'essence de l'humour, et j'avoue que je suis un petit peu paumée. Parce que quand on y réfléchit, le film s'ouvre sur une scène où, pour le coup, il y avait un ressort d'humour qui fonctionnait sur « Oh là là, deux hommes qui touchent un pénis, quoi ». Faut surtout pas qu'il touche le pénis. Oh Ah, là là, il l'a touché. Ce sont des homophobes, enfin c'est un ressort homophobe. Mais bref, du coup c'est Mammouth et Nikki qui se battent, qui arrivent dans une salle d'hôpital où un homme est sur le point de se faire opérer, il est tout nu, le pistolet pour lequel ils se battent tombe sur le zizi du gars, et du coup, oh là là, ils attrapent un zizi, enfin voilà. Mais le problème c'est la question du consentement, le gars il est... Inconscient. Il est inconscient, on touche son sexe, ensuite il subit plein de sévices. Et puis après, on le voit carrément. En fait, le mec, enfin, tu te rends compte qu'après coup, le mec il se réveille. Oui, alors en fait, un mec qui a attrapé votre tub et puis vous avez atterri sur le quart d'une des bonnes sœurs. Ouais, non, tout ça, t'es comme. Il va avoir un trauma à vie. Salut, petite vidéo selfie de la cringe pendant que je fais mon montage sur le vlog sur Nicky Larson. Alors petite précision parce que on était dans le feu de l'action, alors on n'a pas été forcément super précis avec Didi en parlant de l'humour. En fait, ce qui nous a posé problème dans le gag là que je suis en train de monter le moment où on en parle, de l'hôpital et du toucher de Zizi, c'est qu'il participe à banaliser une agression. C'est ce qui nous gêne aussi dans le traitement des animaux et même le traitement des enfants. Ça participe à quelque part banaliser des violences qui sont effectives et qui ne sont pas forcément reconnues. Les agressions sexuelles sur des hommes endormis à l'hôpital, c'est quelque chose qui est un vrai problème pour le coup, qui est pas reconnu, tout ça. Et faire de l'humour dessus, ça peut être un peu cringeant. Alors que le gag dont on va parler ensuite, qui est basé sur une course-poursuite en voiture avec un lit et des gens qui passent par-dessus des vitres ou des scènes de combat et tout ça, c'est beaucoup plus cartoon, c'est beaucoup plus déconnecté et pour le coup c'est beaucoup moins gênant. À partir du moment où en fait ça banalise pas une oppression, ça banalise pas des agressions, on rigole tout de suite avec le cœur plus léger, bizarrement. Voilà, j'espère que c'était clair. Le gag qu'on voit dans le trailer, enfin dans la bande-annonce où t'as le lit qui poursuit la voiture, et je pensais pas que j'allais rire à cette scène, je me suis dit oh, encore une bouffonnerie et tout, et quand je l'ai vu, mais j'ai tellement ri, il y a eu plein de moments bien rythmés, excellents, c'était vraiment drôle. Ça va plus être sur de l'absurde ou sur des grimaces, le supporting cast, mais quelquefois il y a des hommes de main qui font de ses têtes, mais c'est tellement drôle. Le gars qui se fait attraper par le slip. Oui, qui se fait attraper par le slip. Il était génial. C'est surtout la tête du comédien qui va te faire rire, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de gags où tu vas rigoler, effectivement. Il y a un ralenti sur quelqu'un qui fait une tête rigolote, enfin, franchement. Oui. D'ailleurs, les ralentis, choses de plus il y en a beaucoup. Ouais, un peu abus de ralenti. Un peu d'abus de ralenti, à des moments où j'étais je sais pas nécessaire. Du coup, Nicky Larson, le film m'a intéressée parce que rien que le nom, tu vois que c'est un film qui parle d'une réception française des mangas, par le biais du Club Dorothée, qui a été une pierre fondatrice de la réception en France de ces médias japonais, blabla. Du coup, la réception française d'un manga, mais c'est la réception, disons, d'un homme qui a plein de privilèges, qui est plutôt beau dans la norme, qui est cisgenre, qui est hétérosexuel, qui est blanc, qui a sans doute pas trop de problèmes d'argent, qui donc va pas se poser des questions sur les dynamiques d'oppression, et ça se ressent dans la façon dont il a adapté Nicky Larson, en quelque part amplifiant des aspects problématiques qui étaient déjà dans le manga. Et sa réception, c'est pas la seule. Là, j'ai découvert récemment, c'est grâce à toi aussi, Samir34, qui a fait une BD de Dragon Ball version cité à Montpellier, quoi. C'est aussi une forme de réception, parce que ces médias-là, ces mangas ont marqué tellement de classes différentes, tellement de personnes différentes. Moi, les gens s'étonnent en tant que personne assignée femme et en tant que personne du coup LGBT, s'étonne que j'aime Nicky Larson, mais pour le coup je dis j'aime
mais c'est viscéral quoi, j'ai vraiment des vagues de plaisir quand je pense à certains trucs, comme ça parle à mon cœur, et à côté je suis comme ah non c'est tellement problématique, ah il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit c'est Pépé le putois mène l'enquête, c'est exactement ça, best tournure de phrase, C'est magique. mais du coup bah forcément quand tu reçois ce genre d'œuvres qui vont effectivement être des rappels constants que sur leurs humours basés sur des mécanismes d'oppression, que quelque part t'es un problème dans la société, quoi, que ça va pas, que t'es une blague, les homosexuels c'est si drôle, ou les femmes c'est juste fait pour être beau, et quand c'est des femmes moches c'est rigolo quoi. Ouais non, t'es obligé de négocier, et c'est un peu ce qu'on a fait en regardant ce film, on a négocié. C'est ça. Ouais. Mais on peut aussi produire des médias, peut-être pas des films, mais en l'occurrence, moi j'avais prévu, je savais que le film allait être adapté par Lachaud, je sais plus, mais en tout cas j'ai fait une version lesbienne de Nickette Larson. Je vous mettrai la chanson en générique du vlog, je pense, une chanson du coup de Nickette Larson lesbienne, où j'essaie quelque part de montrer ma vision du truc, parce que moi quand je regardais Nicky Larson, j'étais pas forcément super au courant de ma propre orientation sexuelle, parce qu'à l'époque je me disais que j'étais hétéro, mais quand même l'aura et le fait qu'il y avait plein de personnes qui sont codées gays en fait. Quand tu regardes les designs de Tsukasa Hojo, les mecs ont des muscles à la Tom of Finland, même les designs des filles, elles ont des tenues de garçons quoi. Enfin, là il y a des gags sur le fait que oh là là, Laura est masculine donc c'est pas bien, encore un aspect problématique de l'humour. C'est ça, mais pas elle bien. est super attirante en tant que soft butch quoi. Enfin. Elle est trop jolie. Mais ouais, des négociations. On vit dans un monde problématique. La plupart des médias dominants, des médias de masse, des médias qui vont sortir dans toutes les salles françaises comme ce film, sont produits par des gens qui se posent pas les questions parce qu'ils n'ont pas de problème de classe opprimée, en fait, de catégorie sociale opprimée. Il y en a plusieurs, ces articles c'est très complexes, voilà. Et du coup, on n'a pas à aller voir. Moi, en l'occurrence, je suis allée voir un film problématique. Nous sommes allés voir un film problématique. On a quand même bien kiffé certains aspects, on le reconnaît. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Franchement, si la liste des aspects problématiques du film, c'est pas possible pour vous, n'y allez pas. Si, comme moi, vous savez que vous allez prendre votre pied parce que vous kiffez trop Nicky Larson, qu'il n'y a pas que les aspects problématiques qui vous plaisent, parce qu'il n'y a pas que ça dans cette série, c'est aussi une ambiance, c'est aussi un équilibre entre du coup le gag, les intrigues un peu cousues de fil blanc, mais le côté attendu est très séduisant aussi, c'est un style, une esthétique. Puis ceux qui l'ont fait aiment Nicky Larson. Pas forcément City Hunter, mais Nicky Larson. Ouais. Et du coup, c'était assez touchant. Dans le sens où ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie de le faire et pas en mode on va se faire des pépettes. Peut-être que si, mais en tout cas. Ouais. J'ai kiffé. Un peu. Pas toujours, mais souvent. C'était entre le kiff et le cringe. C'est ça. C'était. Bref, n'allez pas le voir, ou allez le voir et négocier, et on va parler de nos stratégies de négociation. On pourra parler juste des aspects spécifiques, genre les fesses de mammouth. Les fesses de mammouth. Nickette Larson, Nickette Larson, une fille qui jouit dans la nuit, c'est son plaisir qui retentit. Une ombre glisse hors de son lit, qui la laisserait presque évanouie. Des souvenirs de ses folies, des rotations on lubrifie. Du bout des doigts jusqu'au cerveau, sans oublier le clitoris. Dans la chaleur de la nuit, elles en sont toutes ébahies. L'épilation, elle s'en tamponne, elle lâche les chattes qui tire-bouchonnent, et la jouissance la passionne. Nickette Larson, elle te pilonne. Lorsque les gémissements résonnent, comme un éclair, elle tourbillonne. Les points G, elle les affectionne. Nickette Larson, elle te pilonne.
Nickette Larson. Elle leur laisse un sourire béat par la magie de ses deux doigts. Elle parvient toujours à donner du plaisir à fond sans hésiter. Lorsque sa silhouette apparaît, tes cuisses se mettent à trembler. Tu sais que tu ne pourras jamais résister à cette goutte doureauté. Dans la chaleur de la nuit, elles en sont tout ébahies. L'épilation, elle s'en tamponne, elle lèche les chattes qui turbouchonnent, et la jouissance la passionne. Nickette Larson, elle te pilonne. Lorsque les gémissements résonnent, comme un éclair, elle tourbillonne. Les poings G, elle les affectionne. Nickette Larson, elle te pilonne. T'as filmé là? Ouais, mais par contre, c'est pas enregistré. Mon dieu. Le sursaut que j'ai eu. T'as sursauté. Ouais. Je le mettrai au générique.